nouvelle édition de la Rafcha Info. Comme tous les mercredis à 20h, n'hésitez pas à réagir en direct ou même en différé quand ce sera en replay sur YouTube le lendemain à partir de 8h. Quelles sont les actualités du jour? Une poursuite contre Warner Bros concernant les droits de Superman. The Penguin remporte 2 récompenses pour ses acteurs. Dan Stevens est en pourparlers pour reprendre le rôle qu'il a tenu dans le Godzilla X Kong de 2024. The Rock voulait rejoindre les Expendables. Le droit d'auteur est un domaine complexe, en particulier dans l'univers des comics, où le modèle freelance est courant et où les contrats d'exclusivité sont peu fréquents. Ainsi, lorsqu'un personnage voit le jour chez Marvel Comics ou DC Comics, ce n'est pas son créateur qui en possède les droits, mais bien la maison d'édition. Joseph Joe Shuster et Jerry Siegel, créateurs de Superman, ont dû traverser une bataille juridique longue et difficile pour être officiellement reconnus comme les co-créateurs du personnage, un titre désormais inscrit dans chaque œuvre où apparaît le célèbre Kryptonien. Un parcours semblable a été suivi par les héritiers de Bill Finger, qui ont lutté pendant des années pour que leur ancêtre soit reconnu comme co-créateur de Batman. Cette fois, c'est Superman qui se trouve au centre du litige. La Joe Shuster Estate, chargée de défendre les droits d'auteur du co-créateur de Superman, a porté plainte contre Warner Bros. Le 31 janvier dernier. La plainte concerne la sortie du film Superman dans plusieurs pays. Mark Warren Peary, exécuteur testamentaire et plaignant, a saisi la justice à New York pour demander des dommages et intérêts ainsi qu'une injonction contre la violation des droits d'auteur au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande et en Australie. Il réclame aussi une reconnaissance officielle des droits de la succession Shuster dans ces pays. Ce n'est pas la première fois que Warner Bros. Et Mark Peary se retrouvent devant les tribunaux. Il s'était déjà opposé sur l'expiration des droits d'auteur en vertu de la loi américaine, le US Copyright Act. Toutefois, la question de la réversion automatique des droits d'auteur à l'étranger n'a jusqu'ici jamais été véritablement résolue. Mais cela pourrait bien changer aujourd'hui. Le problème des droits à l'étranger concernant Superman, co-créé par Shuster et Siegel, découle du fait que ces droits ont été achetés en 1938 par l'entreprise qui allait devenir DC Comics pour $130, soit $65 pour chacun des créateurs. Dans des pays au système juridique similaire à celui du Royaume-Uni, comme le Canada, l'Irlande, l'Australie et la Grande-Bretagne, les droits d'auteur expirent après 25 ans suivant le décès de l'auteur et reviennent automatiquement à ses héritiers. La plainte précise que Shuster est décédé en 1992 et Siegel en 1996. Selon la loi, les droits d'auteur étrangers de Shuster sont revenus automatiquement à sa succession en 2017 dans la plupart des territoires concernés et en 2021 au Canada. Pourtant, les accusés continuent d'exploiter Superman dans ces régions sans l'autorisation de la succession Shuster, que ce soit dans les films, les séries télévisées ou les produits dérivés, en violation directe des lois sur le droit d'auteur de ces pays qui exigent le consentement de tous les copropriétaires des droits d'auteur pour toute exploitation. Le plaignant réclame un jugement devant un jury, arguant que les actions de Warner Bros. En violant ces lois ont été délibérées et intentionnelles, montrant un mépris total et une indifférence à l'égard des droits du demandeur. Il est tout à fait possible qu'un accord soit conclu avant la sortie du film Superman prévu pour le 9 juillet 2025, le 11 juillet à l'international. Toutefois, cette plainte met en évidence la difficulté pour les créateurs et leurs héritiers d'obtenir une compensation équitable pour leurs contributions, essentielles à une part fondamentale de la culture populaire moderne. N'hésitez pas à réagir en tout cas à toutes les news que nous allons parler ce soir. Comme toutes les soirées de la Rafcha Info, je suis accompagné de mon invité que vous connaissez, à savoir Mulder Fox William sur Twitch, mais qui est connu également sur YouTube en tant que les dossiers du cyborgien. À toi, mon cher
Mulder, et dis-moi ce que tu penses concernant cette news sur Superman et les droits d'auteur. Bah, tout simplement, c'est une arlésienne. Hein. Enfin, là, on parle de personnages de BD, de bande dessinée comics, qui sont devenus honorables, enfin, qui ont un statut, enfin, comment dire, qui sont financièrement intéressants depuis les années 90, surtout 2000 depuis les films. Mais c'est pour ça explique, disons qu'au moment où les deux auteurs de Superman vendent les droits, c'est pour eux, c'est pratique. Pour nous, c'est pratiquement rien. Pour nous, ça fait oui, bon, ils se sont fait carotte. Mais c'est qu'à l'époque, on les considérait pas non plus comme de vraies créations, les comics. C'est dans les années 30, hein, s'ils arrivent déjà à faire $1 avec le perso, bah, ils sont contents les mecs. Alors que maintenant, maintenant non, évidemment, c'est à coup de millions, de milliards. Mais oui, c'est une arlésienne parce que y a tellement d'auteurs, de scénaristes, de dessinateurs, encreurs et tout, il y a tellement une équipe derrière pour construire le personnage que c'est difficile, c'est très délicat pour estimer la paternité de qui. En fait, c'est très délicat d'expliquer qui est à l'origine réelle du personnage. Surtout que maintenant, enfin, il y a des personnages qui se sont créés à l'issue de l'histoire de Consola et compagnie. Et estimer qui est à l'origine de la naissance du personnage, c'est super ambigu. Enfin, c'est peut-être pas le. Enfin, souvent, je prends le cas souvent de personnages issus de crossover de titres issus d'event. Euh, c'est pas le dessinateur ou le scénariste de la série numéro 1 en fait qui va être considéré comme le créateur. C'est l'un des scénaristes de l'event où ils en sont 5-10. C'est pour te dire que c'est pour cette paraphrase, pour te dire que c'est très délicat, très problématique pour un éditeur. C'est pour ça qu'ils ils ont simplifié le truc. C'est pas une arnaque à 2 balles pour DC Marvel, c'est simplement pour simplifier les choses. Sinon, c'est un bordel sans nom pour essayer de retrouver quelle personne est à l'origine de quoi. Donc, pour simplifier les choses également, il était décidé et statué, ça nous apparaît à nous comme abusif, mais il faut bien se rendre compte que sinon, ça un bordel pas possible, où chacun va défendre son beefsteak. Je dirais pas vendre, mais essayer d'enjoliver les choses pour savoir qui est à l'origine de quoi. Donc, pour les deux auteurs de Superman, il faut rajouter en plus le fait que tous les 4-5 ans, il y a les droits d'expiration les droits d'expiration en fait qui arrivent à leur terme sur par rapport au fait que est-ce que les droits appartiennent aux héritiers ou à la boîte. Et ces droits en fait tous les 4-5 ans, ils doivent être renégociés. Et on est un petit peu en ce cas-là pour Superman. C'est vraiment une arlésienne, mais bon, personne n'est juge de quoi. Même les Européens ont du mal à s'y retrouver. Hein, faut que ce soit clair. Donc on peut pas vraiment juger nous Européens. On n'est pas dans le, cirque quoi. C'est ça, c'est super complexe à analyser en toute objectivité. Donc là, on peut pas vraiment avoir de point de vue, un petit peu pertinent, parce que toi et moi, on connaît pas trop tout ce qui est les méandres de cette juridiction-là. C'est exact. C'est exact. Et en tout cas, c'est vrai que c'est un long chemin à prendre, en tout cas, concernant ceci. Espérons qu'en tout cas, tout va s'arranger, mais c'est vrai que, par exemple, même Batman n'en est pas encore à son reste, hein, puisque justement, même s'il y a un problème de droit, enfin voilà, il y a toujours ces trucs-là. Après, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça s'améliorera à l'avenir, ou bien tu penses qu'il y aura toujours un souci concernant les droits d'auteur?
Oh, il y aura toujours un souci. Hein. Il y aura toujours un souci. Ça viendra toujours sur le devant de la scène. Surtout que maintenant, enfin, on parle de comics, on parle de production littéraire qui maintenant, dont les films, dont les adaptations font des millions de dollars, voire des milliards pour certains, au box-office. Donc, à coup de création originale, à coup de merchandising. Donc, évidemment qu'il y aura toujours des soucis parce que pour quelqu'un, pour un auteur ou quoi que ce soit, euh, ça, c'est pour ça que Marvel fait des tas et des tonnes sur remerciement A et t'as une dizaine d'artistes qui sont crédités. C'est parce qu'ils savent très bien que s'ils font pas ça, ils peuvent avoir très bien la famille des IT au cul, quoi. C'est pas, c'est un marché. C'est un marché. Donc, quoi que fasse la boîte, elle aura toujours des comptes à rendre à soit à l'auteur d'origine, soit à la famille. Pour ça que, parce que je crois que c'est pour ça que, c'est pour ça qu'on demande toujours à l'auteur, genre je pense par exemple à Alan Moore ou Frank Miller, son avis sur une adaptation, genre sur SimCity ou sur la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, Fromel. Et la plupart du temps, je sais qu'Alan Moore avait dit sur la Ligue des Gentlemen Extraordinaires qu'est-ce qu'il pense du film, et le mec lui a répondu ouais, bon, j'ai touché mon chèque, je suis content. C'est parce que en fait, ils ont un droit de regard. Et le problème, c'est qu'en vendant les droits, bah oui, mais ils se sont dépossédés. Donc savoir que le produit cinéma aura de l'influence sur l'envie d'un certain public à consulter son œuvre originale, c'est délicat, hein, c'est délicat, parce que ça veut dire que les gens vont connaître son production à travers une autre œuvre qui n'est pas issue de lui, et donc ils vont avoir un filtre. C'est-à-dire ils vont comparer en fait les deux. Donc c'est délicat à appréhender. Mais donc oui, il y aura toujours des problèmes de perception de l'auteur à Hollywood, parce que c'est auteur de comics et cinéma, c'est pas le même business. Donc forcément, il y a une question de dépossession qui se joue, et c'est à chaque auteur de voir comment lui il arrive à gérer. Parce que imagine-toi à la place d'un auteur qui a écrit, qui a créé quelque chose sur le papier et qui se retrouve à bah oui, on y voit les studios se disputer, il fait pas partie des débats. Enfin, il y a, c'est un petit peu comme si, enfin, je sais pas si tes papas étaient, tu vois, tes enfants en fait, être je sais pas comment dire, peut-être, ton enfant, genre à 20 ou 30 ans, et il se voit t'as deux bottes en fait qui se disputent en fait ton gosse. Toi tu peux rien faire parce que c'est ton gosse qui doit choisir, mais tu vois les deux boîtes qui sont intéressantes. Donc à tes yeux en fait, tu choisirais une des deux boîtes. Mais le problème c'est que c'est pas toi qui est en cause. C'est pas toi qui, enfin t'as un parti pris effectivement, t'as un lien avec la création en question. Mais le problème c'est que c'est pas à toi de choisir. Le problème c'est que tu n'as pas d'avis à donner, même si tu voudrais, même parce que tu te sens mis en cause parce que c'est ton fils, parce que c'est ta fille. Mais le problème, c'est que t'as pas ton mot à dire. C'est un petit peu ce qui se passe avec les productions ciné, quoi. Les auteurs n'ont pas leur mot à dire parce qu'ils connaissent pas le business. Donc c'est délicat à essayer de gérer ce genre de droit d'auteur alors sur des productions, sur un système de production où ils n'ont aucune marge de manœuvre. C'est pour ça que je te dis qu'on ne peut rien dire. Nous, on ne connaît pas les méandres de ce genre de truc. C'est un peu compliqué à comprendre, je peux le concevoir. Très bien. Alors, merci à toi, mon cher Mulder, concernant ceci. Espérons que voilà, à l'avenir, ben, ça ira mieux. Mais c'est vrai que, comme il a l'air de dire, en tout cas, pour le moment, ce n'est pas le cas. On verra ce qui se passera pour Superman. Quoi qu'il en soit, il sortira le 9, comment dire, le 9 juillet 2025 euh, dans les salles francophones et 11 juillet 2025 à l'international. Donc nous verrons bien après ce qui va se passer par la suite, si ça va être interdit dans certains pays ou pas. Enfin voilà, affaire à suivre.
Dans The Penguin, Sophia Falcone, incarnée par Christine Milioti, et Oswald Cobblepot par Colin Farrell, s'affrontent pour reprendre le contrôle du crime organisé à Gotham, dans le chaos laissé par The Riddler après les événements de The Batman. Après avoir triomphé au Golden Globe, Colin Farrell a une fois de plus été récompensé, décrochant le prix du meilleur acteur dans une mini-série ou un film conçu pour la télévision. De son côté, Christine Milioti a enfin été saluée pour son interprétation de Sophia Falcone, remportant le trophée de la meilleure actrice dans une mini-série ou un film fait pour la télévision. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez vu The Penguin ou pas? Est-ce que c'est une proposition visuelle qui vous intéresse? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et à me dire si par exemple vous voyez un avenir, est-ce qu'il y aurait une suite ou alors qui pourrait vous convenir, ou alors tout simplement les revoir dans un potentiel futur de The Batman. Et oui, je mets bien le mot potentiel parce que pour le moment nous ne savons pas l'avenir de cette franchise, voire même cet univers. Mais en tout cas, j'aimerais avoir tes mots concernant justement déjà ces récompenses. Et également, comment verrais-tu l'avenir de ce Matt Reeves Universe, si on peut dire ça ainsi? Ouais, Matt Reeves Universe. Considérant le fait que dans la dernière rumeur, sans voir spoiler, c'est pas sûr que le Matt Reeves Universe ça serait vraiment indépendant à ce qui débarque sur PC. Alors, par rapport à Penguin, pour moi c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que c'est pas trop. Toutes ces récompenses-là, ça, pour moi, ça a comme effet de, voilà, le bouche-oreille est mérité. Enfin, le bouche-oreille fait que, il est légitime, dans le sens où, il y a d'autres personnes qui l'ont apprécié, que ces d'autres personnes-là font partie de la profession. Et pour moi, c'est plus que mérité. Après, c'est à voir les autres productions qui étaient en compétition pour voir en quoi ils ont démérité. C'est ce que je fais souvent, c'est quand je vois dans un palmarès, genre les Oscars ou c'est une award, moi, je pense que en fait, il devait y avoir, ça a dû se jouer pour certaines à genre une tête près, quoi. Enfin, genre il y a eu compète pour certaines catégories, genre dans les 5 catégories, il peut pas y avoir vraiment une purge infâme, pas possible, vu que l'écrémage s'est fait au moment de la sélection. Donc moi, ce qui m'intéresse bien, c'est de voir les autres productions, les autres acteurs, les autres actrices, par exemple, pour voir un petit peu, pour essayer d'élargir en fait mon étendard, ma vision, si tu veux, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a eu d'autre que les Oscarisés. Et là, dans The Penguin, alors, sur la question du comment tu verrais la suite, alors, moi, j'ai pas vu la saison 1, mais ça me donne envie de la regarder, et concernant la suite, même si elle n'est pas officialisée, je pense, tu l'as dit dans une autre émission, on ne sait pas vraiment où est-ce que nous mène James Gunn, je pense qu'il est tributaire de ça. Si ça avait été un autre gars en commande, mais vraiment 100% sur The Penguin, et qui ne pense qu'à The Penguin, elle aurait été renouvelée, mais vraiment, genre dès l'épisode de fin diffusé, vu les échos, vu les audiences, parce qu'on dit que les audiences aussi sur Max sont très bonnes, oui, ça aurait été renouvelé à la foulée. Là, je pense que, James Gunn ne sachant pas comment inclure le Matt Reeves Universe dans son plan à lui, comment gérer bien, ouais, c'est un des projets qui souffre de ça, quoi. Genre James Gunn est trop axé sur son univers à lui, il a du mal à concilier les autres projets autour qui existent pourtant. La preuve avec The Batman et Penguin. Mais moi je verrais bien The Penguin saison 2 au moment où il lance la production, mais pour de bon, c'est-à-dire avec casting pré-prod, on met les dates, le casting c'est bon là, l'histoire c'est bon là, parce que maintenant c'est à l'arrêt total, c'est en suspension. Je verrais bien
un The Penguin saison 2, mais vraiment à ce moment-là, lâché à ce moment-là. Genre, c'est bon, Madrid a le feu vert, green lighting et tout, donc date de sortie, il rentre en tournage dans quelques mois, parce que la pré-prod, c'est bon, elle est faite. Et donc à ce moment-là, dans l'élan, il pourrait te balancer, et c'est bon, green light, le Pingouin saison 2. Ou alors, inversement, le green lighting de The Penguin saison 2 pourrait précéder tout ça, et ça vous aurait donné un message un petit peu fort. C'est-à-dire que par exemple, au début d'un mois, on aurait la nouvelle du renouvellement de Penguin saison 2, parce que je pense qu'il y a tout pour un renouvellement. Ce qui bloque, vraiment, c'est la production chez DC. Ce qui bloque, c'est ça. Et du coup, je verrais bien un truc dans le genre Penguin saison 2 renouvelé en début du mois, et quelques semaines après, Batman partie 2, c'est bon, on lance une starting block, le tournage est prévu, le casting là, enfin tu vois le genre quoi. C'est un gros signal vu, c'est bon, le Madrid Universe, c'est pas reprendre. Très bien, alors en tout cas merci concernant cette news-là. On verra à l'avenir ce que ça va donner, car c'est vrai que comme l'a précisé Mulder, nous ne savons pas à l'heure actuelle ce que va devenir cet univers qui était pourtant bien parti. Dans tous les cas, avec James Gunn, nous sommes à l'abri de rien, bien évidemment, parce que comme il y a eu des dernières informations comme quoi le Batman de Matt Reeves, incarné par Robert Pattinson, pourrait rejoindre le DCU. À l'heure actuelle, on ne sait toujours pas, parce qu'on a vu une apparition de Batman dans le DCU de James Gunn, à savoir même dans l'animé dont j'ai perdu le nom, mais que peu de personnes ont l'air apprécier. Alors c'est 50-50 dans tous les cas. Mais Créature Commando, voilà. Et donc, pour le moment, nous ne savons pas s'il y aura un Batman ou pas. S'ils ont attribué le rôle de Batman à un autre acteur, ben ça veut dire qu'à ce moment-là, celui de Matt Reeves pourrait rester dans cet univers. On verra dans les mois peut-être à venir. Enfin, dès qu'il y aura une news, on en parlera. Ne vous en faites pas. Mais en tout cas, c'est sûr que ça peut être pour l'instant dans l'interrogation. Selon The Hollywood Reporter, Dan Stevens, connu notamment pour Downton Abbey, Légion, La Belle et la Bête, est en négociation pour reprendre son rôle de trappeur dans la suite de Godzilla X Kong, produite par Legendary. Introduit dans Godzilla X Kong le Nouvel Empire l'année dernière, son personnage se distingue par son attitude cool et décontractée en tant que vétérinaire au service de Monarch. Si Dan Stevens officialise sa participation, il rejoindra Kathleen Dever, connue notamment dans Booksman, Unbelievable et Dopesick, nommée aux Emmy et aux Golden Globes, qui a récemment été annoncée comme la première nouvelle recrue de ce prochain volet de la franchise à succès. L'actrice fait actuellement sensation dans Apple Cider Vinegar, la nouvelle série Netflix inspirée d'une histoire vraie, et sera prochainement à l'affiche de la saison 2 de The Last of Us dans le rôle d'Abby. Pour l'instant, les détails sur les personnages restent encore confidentiels. Grant Sputor sera aux commandes de la suite de Godzilla X Kong, avec un scénario signé Dave Callaham. Ce nouvel opus mettra en scène plusieurs nouveaux personnages humains, aux côtés des célèbres titans Godzilla et Kong, alors qu'ils devront faire face à une menace cataclysmique menaçant l'existence du monde. La franchise Monsterverse de Legendary a vu le jour en 2014 avec le Godzilla réalisé par Gareth Edwards, qui mettait en vedette les jumeaux du MCU, Elizabeth Olsen et Aaron Taylor Johnson. Fort du succès du film, la saga s'est poursuivie avec plusieurs suites, notamment Kong Skull Island en 2017, Godzilla King of the Monsters en 2019, Godzilla vs Kong en 2021 et bien entendu Godzilla X Kong Le Nouvel Empire en 2024. De plus, le studio a collaboré avec Netflix pour produire la série animée Skull Island, lancée en 2023 sur la plateforme.
Tandis que Legendary continue d'élargir sa franchise cinématographique en live action. Il est également en train de développer sa série dérivée pour Apple TV+, Monarch Legacy of Monsters, qui devrait revenir pour une seconde saison. Alors, ma question s'adresse non seulement à vous, mais à mon invité. Comment voyez-vous l'avenir de cette franchise? Et si vous avez apprécié, par exemple, les opus précédents, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau film? Malgré le fait qu'on ait pour le moment peu d'informations, mais comme je vous l'ai cité, le casting avance gentiment. Je vais laisser la parole à mon cher invité Mulder. À toi de me dire ce que tu en penses. Bah, là, pour le coup, le Monsterverse, ouais, je suis à jour. Le seul truc que je suis pas à jour, on m'entend bien? Le seul truc que j'ai pas encore regardé, c'est Monarch Legacy Monsters. La série, je fais un peu de suivi. J'ai encore la saison 1 à mater, quoi. Mais là, pour le coup, parce que là, j'ai vu tous les films, et ce que j'en pense, simplement, bah, ça fait le café. Il faut pas voir ça comme une sorte de film d'auteur, une sorte de un film qui propose un truc qui est dit. Faut le voir vraiment ça comme un film popcorn. C'est dans les deux derniers dans Godzilla versus Kong et Godzilla x Kong, le parti pris était on met en vedette les créatures, les titans, enfin les Godzilla et Kong. On les met en vedette, et les humains ne sont que des témoins. C'est les relais entre le public et les titans. C'est ça le truc. Dans les deux derniers, c'était ça. Il y a eu un changement de focalisation en cours de route. C'est que entre le premier, où on était focalisé sur les humains, entre autres les deux jumeaux de Marvel, dont Taylor Johnson et Wanda, Elizabeth Olsen, pardon. Et c'était par leurs yeux à eux que l'on mesurait l'incursion, l'arrivée de Godzilla. C'est pour comprendre en fait la menace que représente une créature de cet acabit dans le monde réel. Ensuite, il y a Kong Island, et là c'est pareil, c'est par le pied de regard d'individus random, qui représentent des stéréotypes classiques de film d'aventure, parce que je pense à Tom Hiddleston qui interprète donc une sorte d'aventurier, pareil pour Brie Larson qui interprète une photographe du groupe. Enfin, on a l'impression vraiment d'une réunion de personnages. Certains diront cliché, moi je dis stéréotype. En fait, le genre de personnage que l'on s'attend à voir dans un film d'aventure de cette trempe-là. Et à partir de Kong Island, il y avait même des petites romaniscences de Monarch, pour que l'on comprenne que, en fait, on est dans le même univers, où il y a une agence en fait qui est en train de scruter, qui est en train de veiller. Et là, avec les deux derniers, on assiste à un changement de focalisation, mais qui est bienvenu dans le sens où, bon, maintenant, on est au courant que on est dans un univers, le Monsterverse, où il y a des titans, et où la préoccupation principale de l'humanité, enfin de l'ONU ou de je sais pas quoi, c'est de voir un petit peu comment est-ce que l'humain va cohabiter. Monarch, en fait, est une agence qui, alors, si j'ai bien compris, dans une scène où il y a un représentant de Monarch qui discute avec les représentants du monde, c'est de savoir que Monarch défend les titans, mais dans le genre où il ne faut pas les agresser, il ne faut pas que l'armée, il ne faut pas qu'aucun gouvernement en fait ne vienne interférer, il faut qu'aucun gouvernement ne vienne et essaye de les repousser. Non, Monarch parle du point de vue que on a fait des recherches sur ces Goliath titans là. Il se trouve que ces créatures là, elles sont antérieures à l'humanité en fait. C'est que la Terre c'est chez eux, mais au sens propre, c'est qu'ils sont là depuis avant nous quoi. Nous on est des petits enfants à côté. Et Monarch défend le droit de défendre la thèse qu'il faut qu'on apprenne à cohabiter avec eux. Il faut qu'on apprenne à trouver des endroits où on les gêne pas, parce que sinon nous on est massacrés. Il faut qu'on apprenne on est des moustiques, on est des insectes face à eux. Et là, c'est ce qui se passe dans les 2 ou 3 derniers. Et à partir je dirais que tu as lié à ça de façon récurrente
un changement de casting, c'est-à-dire que les deux jumeaux, en fait, t'as Olsen et puis Taylor Johnson, ça fait longtemps qu'on les a pas entendus, qu'on les a pas revus. Il me semble que dans Kong Island, on voit pas. Dans Kong Island, t'as John Goodman, on le voit dans Monarch. Mais dans les deux derniers Godzilla, enfin dans au moins deux Godzilla. Ah, dans Godzilla Roi des monstres et dans Godzilla X Kong, tu as Millie Bobby Brown, qui est donc elle dans Stranger Things. C'est elle qui fait qui fait la jonction entre nous, public, et puis les Titans. Parce que Millie Bobby Brown, en fait, il y a un moment donné où on voyait, il y avait moyen elle a enchaîné, quoi. Et c'est ça que j'attends en fait, parce que j'ai l'impression qu'il y a un changement de casting régulièrement entre que un acteur joué deux films et puis après qu'il y a un changement. Dan Stevens faisait partie du dernier, Dan Stevens c'est la première fois qu'on le voyait, c'était dans le dernier. Donc là j'ai un petit peu peur que ça évite, que l'on se contente de ça, qu'on n'ait pas un personnage, un acteur, actrice qui soit l'espèce de visage familier que l'on va avoir plaisir à retrouver. J'ai l'impression que c'est pas du tout ça. Élément central, en gros. Voilà. C'est l'élément témoin, je dis, parce que c'est... élément témoin, parce que y a pas trop... pour Millie Bobby Brown, il n'y a pas trop de développement. Grosso modo, c'est un personnage qui essaie de défendre les Titans, qui essaie de défendre Godzilla, mais on ne sait pas pourquoi, il y a pas de... Enfin, si... Je crois qu'il y a une affaire avec sa mère qui était à fond avec Monarch, du coup qui a été pour disparu, et enfin ça c'est dans un Godzilla vs Kong, et on sait que le moteur du personnage c'est d'essayer de retrouver sa mère et de la défendre, parce que t'as Kong qui débarque aussi, et donc il y a pas... non, je le confonds avec Godzilla des monstres, je crois. Il n'y a pas vraiment de développement autour d'eux, c'est eux servent de témoins, c'est seulement les personnages qui eux observent comme nous et eux interprètent. C'est-à-dire que eux balancent des théories, c'est en grosso modo, ce sont des chercheurs beaucoup à Monarch, et ils sont en train de défendre des théories comme quoi par rapport au comportement de Godzilla et de Kong. Et donc qu'est-ce que l'humanité, les chefs du gouvernement et tout doivent faire? C'est que en grosso modo, ils étudient leur comportement et ils interprètent en fait, ils essaient de donner des décisions aux humains, dire là il faudrait évacuer, ou là au contraire il faudrait rester calme. Non, c'est bon, Godzilla il est calme et tout, il est au repos, donc ça va, détendez-vous. Ou d'autre part, attention, il y a Godzilla qui va débarquer, donc reculer, circuler. Ce sont des personnages témoins comme ça. C'est pas du tout des personnages qui vont être cruciaux, quoi. Les personnages cruciaux, ce sont les Titans, c'est Godzilla et Kong. Et les autres monstres à côté. Très très bien, merci à toi mon cher Molder concernant ces mots. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ce que vous en pensez également de cet univers. Est-ce que c'est quelque chose qui vous botte si vous n'avez toujours pas vu? Moi je vous avoue que je ne suis pas à jour concernant ceci, donc on verra bien ce que ça va donner pour la suite. Mais dans tous les cas, c'est pas quelque chose qui me déplairait. Bien. En 2014, Hercule, porté par The Rock, sortait sur les écrans. Bien qu'il soit passé relativement inaperçu en France, le film a tout de même rapporté 244,8 millions de dollars au box-office mondial. À titre de comparaison, Expendables 3, avec Stallone et Schwarzenegger entre autres, a généré un peu moins avec 214,6 millions malgré sa sortie la même année. À l'époque, Johnson se voit attribuer le surnom un peu flatteur de Viagra des franchises en raison de l'impact considéré de sa présence dans les Fast and Furious, qui a largement contribué à dynamiser les entrées de la saga de Vin Diesel. L'acteur venait également de participer à G.I. Joe, Conspiration et Voyage au centre de la Terre 2, l'île mystérieuse, où il a obtenu des résultats similaires. C'est donc tout naturellement que les fans se demandaient si une telle star ferait une apparition dans Expendables. Cela n'a finalement jamais eu lieu et Expendables 4 est arrivé 9 ans après le troisième volet, sans la participation de Dwayne Johnson. Sur le plan symbolique, si celui qui était alors considéré comme la nouvelle star du cinéma d'action
avait dû se mesurer aux vieux guerriers tels que Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, l'idole d'ailleurs de Dwayne Johnson, ou encore Mel Gibson, le face-à-face à l'écran aurait sans doute offert un spectacle intéressant. Pensez-vous que sa présence pourrait traquer les anciennes gloires de cinéma d'action aurait été possible et souhaité? N'hésitez pas à répondre. Et en tout cas, nous allons entendre tout de suite la réponse. Une des réponses en tout cas de notre cher Mulder. En fait, ça a déjà été fait, à moitié fait. En fait, ce que tu dis, c'est que Dwayne The Rock Johnson, enfin The Rock parce que c'est un ancien du catch, les premiers films dans lesquels il a joué, alors moi je pense à Bienvenue à la jungle avec Sean Scott, il y a Schwarzenegger qui débarque en guest star. Enfin, à ce moment-là, quand il bien comprendre un truc, quand Dwayne Johnson commence à faire du cinéma, alors d'abord on l'appelle plus The Rock au moment où il fait le Sinoche, c'est Dwayne The Rock Johnson, c'est ça. Maintenant, en fait, c'est comme s'il n'assumait plus d'avoir un petit catcheur. Quand il débarque au cinéma, il essaie avant tout d'avoir une... comment dire, de se positionner. À Vin Diesel qui commence à avoir un chemin à la Stallone, dans le sens où Stallone sait tout faire dans ses films, il sait écrire, il sait réaliser, il sait tout faire. Et Vin Diesel, il est aussi scénariste. C'est quand tu vois le parcours du mec, tu te rends compte que le mec il a une carrière d'armoire à glace, mais nous rendons compte très bien que au niveau des festivals, au milieu des cinéphiles, il est un petit peu décrit comme le nouveau Stallone. Et ce que ça de faire Dwayne Johnson à ce moment-là, donc il voit, je sais pas s'il fait gaffe à ça ou si c'est conscient de sa part, mais j'ai l'impression que Dwayne Johnson, à côté de ça, c'est par rapport à son milieu catch, alors que Schwarzenegger c'est milieu culturiste, hein, il est culturiste avant tout, hein, Schwarzenegger quand il débarque à Hollywood. T'as l'impression que Dwayne Johnson cherche à être aux yeux des cinéphiles le nouveau Schwarzenegger. Et quand il fait son premier film, quand il interprète le premier film, Bienvenue à la jungle, donc, au détour d'une scène, tu vois Schwarzenegger qui débarque et qui lui dit un petit mot genre allez, bonne chance à toi. C'est cette scène-là, pour tout le monde, c'est ok, c'est le passage à témoin. C'est genre le cadavre qui passe le flambeau à une nouvelle recrue. Voilà, c'est comme ça. Donc ce qui était tenté, ce que l'on pensait, ce que tu penses en tout cas, qui aurait pu être fait avec Expendables, c'est à moitié fait dans Bienvenue à la jungle. Sinon, pour Expendables, pour moi, c'est une énorme exception cette saga, parce que pour moi, cette saga, c'était le retour, au premier, le premier, l'intention du premier Expendables, hein, c'est de remettre devant la scène des cadres du cinéma des 80s et voire les 70s, hein, pour la plupart, parce que Rocky c'est 70, hein, c'est pas 80. Et de les mettre en premier plan, genre les stars du film d'action oubliés par la nouvelle génération, parce que qui sont nés dans les années 90 et qui ne connaissent pas forcément ces cadres. Donc de les mettre en avant pour dire bon bah voilà, ils ont peut-être ils ont peut-être ils sont peut-être pas de la première fraîcheur, mais ils en ont encore dans le moteur, on va dire, et de les mettre en première. Pour moi, c'était une occasion pour la nouvelle génération de faire connaissance avec cette ancienne génération. Et pour moi, c'est un petit peu raté, parce que à partir du troisième, Stallone est allé dans ce mouvement que tu as décrit, c'est-à-dire qu'il voit ce qui se passe chez les jeunes. Or, fallait pas faire ça, parce que l'attention, l'ambition du premier Expendables, c'était que des anciens, des vieux de la vieille. C'est pour ça que tu te tapes du Van Damme dans le deuxième et du Chuck Norris. C'est les vieux de la vieille, c'est des mecs, c'est les cadors du cinéma d'action des années 70-80. Moi, je pensais pour le troisième le troisième, t'as Wesley Snipes. Moi, je pensais que dans le troisième, t'aurais eu du Ryu Tagawa, du Don Dragon Wilson, du Macaulay Culkin, des mecs comme ça. Les genoux, je ne les connais pas. Qu'on soit clair. Moi, je pensais qu'on allait voir du Bridget Nielsen, du Cynthia Rothrock et compagnie. Voilà, c'est les stars du film d'action années 70-80. Je ne connais pas les nouveaux, donc pour moi, c'était une immense déception, la pente qui a été prise par Stallone. Donc pour moi,
The Rock, il aurait très bien pu avoir sa place dans un Expendables 3 et 4. Oui, forcément, oui, là c'est dans la symbolique du les gros bras de maintenant qui vont voir les anciens. Oui, ça aurait été magnifique. T'aurais eu du The Rock, t'aurais eu J'aurais du bien vu l'acteur, tu sais, des Machete, je crois. Danny Trejo. Ouais, Danny Trejo. ouais. Voilà. Ah, ouais, ah oui, quoique lui, alors c'est marrant parce que lui on le connaît depuis fin 90, donc lui il peut être considéré comme un nouveau gros bras. Or le mec il a commencé dans les années 70, il a commencé 70 et 80, il les connaît déjà les mecs. Je veux dire, Danny Trejo, il a pas, non même pas je crois pas, si je me trompe pas, non il a la gueule pour en fait. Je crois que ça aurait pu faire une bonne parce que le mec, le mec est à peu près, enfin, le mec, il a à peu près le même âge que Schwarzenegger et Stallone. Sauf que le mec, au moment où les Schwarzenegger et Stallone sortent des films au Cinoche, lui, il est délato, là. Pour de vrai. C'est un délinquant, le mec. Hein, pour de vrai. Hein, jusqu'à 20 ou 30 ans, c'était un tolard, le gars. Il était réhabilité par Robert Rodriguez quand il a commencé à faire Desperado. Il avait tellement une gueule, en fait, on le voit, quoi, que finalement, il s'est fait remarquer. Mais Danny Trejo, ouais, excellent choix. Moi, je pensais aussi, Ça aurait pu être un excellent choix, effectivement. Ouais, ça peut être. Alors moi, surtout, histoire de surprendre tout le monde, j'aurais très bien vu dans le rôle des gentils, enfin des Expendables, du groupe de Stallone ou de Schwarzy. Pas dans un des méchants, ça aurait été trop facile, mais histoire de montrer parce que, à peu près ce qui s'est passé avec Dolph Lundgren, où le mec il a une tronche de méchant, quand c'est bien, c'est Drago pour tous les fans de Rocky, hein. Mais il a plusieurs gens qui jouent le rôle de Lance Guy à son palmarès, ce qui fait qu'on le voit à côté de Stallone. Qu'est-ce qu'il y avait aussi ah oui, parce que dans les méchants, t'en as pas mal qui ont des. Alors moi, je parle des méchants. Dans les Expendables 1, il y en avait un que j'avais détecté, c'était Gary Daniels, qui lui est une star de action des années, enfin VHS, DVD. Je suis trop content qu'il l'ait pris parce que, enfin, c'est. Alors, c'est un mec qui a un combat avec Jet Li, je crois, et le mec il a réussi à tenir un dragé haut à Jet Li. Bon, il a un long combat avec Jet Li, il fait partie des méchants donc il bute, mais il tient un dragé haut à Jet Li. Donc il y a un côté genre les compétences du mec c'est pas joué. Le mec il commence il tient tête à un vrai karatéka à Jet Li, c'est pas rien. Et le mec s'appelle Gary Daniels, tu peux vérifier sur Wikipédia par exemple. C'est un mec qui a vraiment une carrière une action. Je suis fan de lui, hein, c'est pour ça il est super flexible, enfin il est super, quand je dis super flexible, il est super souple. C'est un petit peu le Van Damme du vidéoclub. Ok, en tout cas, oui, ben voilà, si par exemple, ben, à l'heure actuelle, si on peut parler des Expandables, malheureusement, ben, il n'y aura pas de suite. Hein. Avec ce qui s'est passé pour le 4, je n'ai pas vu le 4. J'avais vu les deux premiers, le 3 il me semble. Bon, après, il faudra que peut-être que je les revoie à nouveau, mais en tout cas avec le quatrième. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous auriez aimé voir comme casting, là, comme tout à l'heure avec Mulder, nous avons cité l'acteur de Machete. N'hésitez pas à me dire si vous aviez des acteurs aussi dans cette trempe-là qui auraient pu rejoindre éventuellement la franchise. Il est temps pour nous de nous quitter. Cette émission est terminée. Merci à vous d'avoir été présent, de mon invité d'avoir été là également. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour de nouvelles informations. Dans tous les cas, je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vos proches, mais surtout, prenez soin de vous. Bisous!